Vous diriez donc que le pouvoir n'est pas assez ferme, on manque d'autorité? On manque d'autorité au sens auctoritas, faire grandir, élever vers. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette adhésion, cette confiance qui est le carburant de l'autorité. Et l'autorité, finalement, c'est l'équilibre. C'est pour ça que je dis que c'est un courage, parce qu'on manque à la fois de fermeté, le cadre n'est pas assez clair pour tout le monde, et juste, et puis d'humanité. De nombreux Français se sentent un peu méprisés par l'État, ignorés, non respectés. Par les cols blancs d'ailleurs, vous dites oui. Il y a 3 France qui cohabitent, qui ne se parlent pas, qui se jalousent. Oui, oui, bien sûr. Il y a cette espèce de coupure entre ceux qui habitent dans des villes, ceux qui habitent dans des zones rurales et ceux qui habitent dans des cités. C'est les 3 France que je décris dans mon constat initial à l'entrée de ce livre. C'est très préoccupant, cette rupture territoriale, parce qu'on voit que finalement, il y a une ligne commune entre ces trois France. C'est la pauvreté qui se développe et c'est une forme de désespérance, pour des raisons différentes. Je crois qu'il faut réunir ces 3 France et retrouver la fierté française. Oui, oui, le racisme, on a vu un match de foot interrompu après les propos d'un des participants. Les 2 équipes quittaient le terrain, qui ont aujourd'hui mis un genou à terre en signe de lutte contre le racisme. Ça, c'est un phénomène notable pour vous, en général? Écoutez, c'est la première fois, moi je suis un footballeur, que je vois un phénomène pareil. Et je crois que ce qui est très inquiétant, c'est ces fractures, en l'occurrence sur le racisme, ça peut être d'autres types de fractures qui opposent les uns et les autres. Moi, je suis quelqu'un qui réunit. Je n'ai pas choisi les jeunes qu'on m'a donnés sous mes ordres pendant 43 années. Je les ai pris, je les ai mis ensemble et nous sommes allés jusqu'au sacrifice suprême parfois pour la France, pour protéger la France et les Français. Et chaque fois que j'étais aux Invalides, devant des cercueils avec le drapeau français qui entourait ces cercueils et les familles éplorées, je pensais à ça, ce dévouement, ce sacrifice suprême offert pour la France, pour les Françaises, pour les Français. C'est ça qu'il faut retrouver, ces mouvements d'unité nationale, plutôt que ces fractures où le racisme et les oppositions des uns et les autres apparaissent. Oui, vous citez Kissinger, parmi d'autres citations, qui disait « Quand on ne sait pas où l'on va, tous les chemins mènent nulle part ». Oui, c'est ce qui se passe aujourd'hui, vous dites, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Oui. On ne sait pas où on va. Je trouve que les gens ne savent plus où ils vont. Il n'y a plus de vision. Nous sommes dans le brouillard de la guerre, suivant l'expression de Clausewitz, et l'art du chef, dans le brouillard de la guerre, c'est de simplifier la complexité et c'est de donner cette vision, cette sortie du tunnel. Si vous prenez la crise sanitaire, mais nous avons beaucoup de crises aujourd'hui qui se stratifient simultanément, mais la crise sanitaire, on a besoin finalement de savoir le post-crise, comment on va en sortir à peu près, quand on va en sortir et quels seront les axes stratégiques pour en sortir. On est trop dans la tactique, on est trop dans le comment, dans les moyens et pas assez dans le quoi et le pourquoi. Oui. C'est ce que j'écris dans mon livre, ça me frappe de plus en plus. Oui, vous citez au début de ce livre une dame qui vient vous voir lors d'une signature. Vous êtes devant toujours beaucoup de monde qui vient vous voir pour vos livres, mon général, et elle vous dit « J'ai très peur parce que j'ai mon mari qui est gilet jaune et mon fils qui est CRS et ils vont peut-être devoir s'affronter tous les deux dans des violences de rue. » Oui, c'est le début de mon livre parce que ça a été le déclic pour prendre ma plume. J'ai accéléré ma rédaction parce que j'ai senti qu'on ne pourrait pas attendre et qu'il y a urgence à réconcilier les Français avec eux-mêmes. Quand vous voyez à l'intérieur d'une même famille cette dame éplorée qui avait la larme à l'œil et puis qui finalement s'est effondrée en quelques secondes devant moi pour que je lui dédicace mon livre « Qu'est-ce qu'un chef ?», quand vous voyez qu'elle craignait un propre affrontement physique entre son fils CRS et son mari qui allait manifester pour soutenir les Gilets jaunes, on n'est pas loin de la guerre civile, si vous voulez. Vous dites la guerre civile, le réveil des peuples, d'ailleurs, comme l'expression que vous employez, ça c'est peut-être un risque pour demain. C'est précisément pour éviter ce risque que j'écris. Parce que les militaires, nous avons ce devoir, nous avons ces situations de guerre que nous connaissons. On connaît les ravages de la guerre. C'est pour ça que nous, on est des hommes de paix, avec un grand P. Et nous savons que la guerre n'est qu'un état transitoire dans lequel parfois il faut aller pour que la force fasse reculer la violence. Mais l'état durable recherché, c'est la paix. Cette paix
Tant qu'on l'a, il faut la préserver. Vous savez, nous sommes, quand on prend un peu de hauteur, en paix depuis 75 ans. C'est très rare, des périodes de paix en Europe de 75 ans. Donc chérissons-la chaque matin quand nous nous levons. Essayons d'être des hommes et des femmes de paix. Oui, vous citez Grand Corps Malade, ce qui est dans la bouche d'un militaire n'est pas évident. Vous dites Grand Corps Malade qui a dit « L'avenir appartient à ceux qui rêvent trop ». Et au fond, il faut rêver trop. Moi, je pense que le rêve, c'est important. La passion, c'est important. Bien sûr, il faut la raisonner, cette passion. Mais à force de tout vouloir raisonner, à force de ne pas vouloir prendre le moindre risque, on perd le sel de la vie. Le sel de la vie, il est effectivement dans la prise de risque. Regardez ce qui se passe avec ces marins au long cours dans le Vendée Globe, ces scènes auxquelles nous avons assisté, c'est absolument fabuleux. Et regardez les rencontres de la vie. Le sel de la vie, c'est la rencontre, c'est l'homme, la femme, les relations humaines. C'est ça qu'il faut préserver, toujours avec, chevillé au corps, au cœur de chacun, ce besoin d'unité et de réconciliation. Oui, oui. Mon général, vous citez beaucoup d'expressions militaires. Hein. Alors, il y en a une, c'est halte au feu, bien sûr, celle-là, elle est évidente. Il y en a une autre, je vous cite, c'est un adage, la connerie est uniformément répartie. Oui. Vous citez cette phrase. Oui, oui, c'est une vieille phrase classique dans notre pays. Ça veut dire que chacun porte en lui ses propres faiblesses. L'essentiel, c'est d'en être conscient. Oui. Donc il faut prendre conscience de ça et les Français doivent se réconcilier. Il faut prendre conscience de ça. Ben, il faut toujours parier sur les qualités des gens, sur les talents des gens. Chacun a ses propres talents. Et arrêter de focaliser sur les défauts et sur la polémique. Moi, je prêche, et c'est la fin de mon livre, La vraie richesse est chez les autres, je prêche la bienveillance. La bienveillance, l'exigence, plutôt que la critique permanente et la polémique. Je prêche la concorde plus que la discorde, oui. La confiance plus que la défiance. Vous dites dans ce livre, d'ailleurs, vous dites, ce livre est un appel au calme. Et c'est vrai qu'il y a, vous citez les réseaux sociaux, une nouvelle féodalité 2.0. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de violence. Comment arrêter cette violence ? Oui, ben, il faut arrêter cette violence par de l'autorité, au sens où je l'ai dit, auctoritas, faire grandir, par la confiance, et puis par cette prise de conscience collective que ça ne peut plus durer. Quand vous voyez ce qui s'est passé samedi dernier, au cœur de Paris, une rue dévastée par des sauvages. Ils étaient quelques centaines, 300-400. Et en plus, globalement, je pense qu'on les connaît, ces gens-là. Donc, comment est-ce qu'on peut en arriver là, aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut arriver à un tel niveau de tension sociale, comme nous vivons depuis plusieurs mois? Je crois qu'il est temps de faire halte au feu. On pose le sac, on réfléchit, la force du silence, la force de la réflexion, et on refonde ce tissu national, ce creuset national, ces valeurs qui nous unissent les uns aux autres sur cette terre si belle, la terre de France, la patrie. Oui, mais quand Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dit « on va casser les casseurs », sont des mots qui vont avec la situation ? Ben, les mots sont aussi des idées. Hein, j'aime beaucoup cette phrase. Et les idées doivent se traduire en actes. Penser en homme d'action, agir en homme de pensée. On est jugé sur ces actes, donc dire les choses, c'est déjà bien. Et moi, je me réjouis du volontarisme actuel depuis quelques semaines, depuis quelques mois. C'est le moins qu'on puisse faire après ce qui s'est passé, quand même des décapitations sur notre terre, d'un professeur à la sortie de son collège, de chrétiens dans une église. Mais au-delà des mots, eh bien, il faut avoir le choc des actions. Oui, il y a une expression aussi dans votre livre, vous dites « ma voix aujourd'hui porte parce qu'elle résonne dans le vide actuel ». Vous avez l'impression qu'on vit dans une sorte de vide ? Alors en philosophie, on dit que le vide est une plénitude. Peut-être que je constitue une partie de cette plénitude. Je m'en réjouis, c'est très bien et je le fais tout à fait modestement. Moi, je suis ce qu'on appelait au XVIIIe siècle un honnête homme. Je suis là pour témoigner et apporter ma pierre à l'édifice, à la réflexion. Pas plus, mais c'est vrai qu'il y a une forme de vide. En tout cas, un fossé qui s'est creusé entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent. C'est vrai dans les associations, dans les entreprises, dans le sport, dans la culture, partout. C'est vrai dans notre société, c'est vrai en politique. Ce fossé, il faut le combler. Oui, mais il y a beaucoup qui d'ailleurs espèrent que vous alliez plus loin dans ce combat, en quelque sorte, pour vos idées, mon général, et qui vous verrez peut-être sortir j'allais dire, aller dans la mêlée politique.
la question n'est pas de savoir qui va sortir personnellement de la mêlée politique. Moi, je sais que c'est pas mon objectif, c'est pas ma vocation, c'est pas mon métier, et c'est pas ce que je veux faire. La question, c'est la France. La question, c'est la survie de la France, la façon dont on va pouvoir reconstituer cette France fracturée territorialement, socialement, économiquement, et c'est ça, moi, qui m'obsède chaque jour. Je ne vais pas créer un parti, je ne soutiendrai aucun parti. Vous pouvez, ma démarche... si, alors, je vais employer un mot qui parle pour un militaire, le devoir. Et vous le citez, ce mot. Hein. Si le devoir vous appelle, mon général, est-ce que vous répondrez à cet appel? Eh bien, j'ai répondu à cet appel. Le devoir, pour moi, c'est de faire valoir mes idées, mes convictions. C'est ce que je fais. J'ai écrit 3 livres en 3 ans. J'aurais pu vivre une retraite beaucoup plus peinarde. J'ai décidé, un peu comme Mauriac disait, écrire c'est déjà agir. J'ai décidé d'agir et je suis dans l'action. Parce que ces livres, c'est un énorme travail. L'équilibre est un courage. Je l'ai écrit seul et c'est un gros travail. Je ne regrette pas. Je crois que c'est d'abord là qu'il faut situer le débat. Il faut réfléchir à la stratégie avant la tactique. Il faut toujours savoir où on veut aller pour emmener les gens avant de se mettre en route. C'est l'objet de ce livre. C'est un livre stratégique qui n'est pas un livre de politique politicienne. Oui, mais néanmoins, un sondage a dit que 20% des Français seraient prêts à voter pour vous. Au moins, ça vous fait plaisir. Ah bah écoutez, ça fait plaisir de vendre 170 000 livres pour les 2 premiers, ça fait plaisir d'avoir du monde dans les salles et ça fait plaisir d'avoir des lecteurs, bien sûr. Moi je suis très heureux de ma nouvelle vie, mais je n'ai pas d'autres ambitions. Alors, c'est sûr que ça peut surprendre. Moi je suis quelqu'un d'authentique, je suis quelqu'un de vrai. Mais on se dit que je suis un officier, quand je dis quelque chose, je le fais et je vous dis que je n'ai pas d'arrière-pensée, que ce n'est pas dans mon intention de me présenter à une quelconque élection présidentielle. Mais ces idées sont amenées à être appliquées, au fond. Il y a bien un moment où il faut passer à l'action, vous l'avez dit, entraîner. Bien sûr, bien sûr. Et c'est aux hommes politiques à être inspirés par ce que j'écris et j'espère qu'ils le seront. Et c'est bien mon intention. Oui, il y en a au Rassemblement national qui vous critiquent, qui disent « Oh, il n'est pas assez ferme », parce que et là, il y a peut-être certains électeurs qui sont tentés de venir vous entendre. Vous répondez quoi à ça quand vous voyez les hommes politiques réagir à ce que vous dites? Eh bien, je réponds que c'est très bien, susciter le débat, participer à la transformation de notre société, essayer de proposer des solutions plutôt que des simples constats d'échec ou de catastrophisme. Voilà, moi c'est ce que je veux faire. Il y en a qui me critiquent parce que je suis trop ferme, d'autres qui me critiquent parce que je suis trop mou, peu importe. Mais sortons de cette situation. La France est plus grande que nous, monsieur. La France c'est un acte d'amour. Moi je me suis comment dire, livré à la France pendant 43 années, quitte à y laisser ma peau. Aujourd'hui, il y a des soldats qui sont engagés, à l'heure où je vous parle, en opération. Ils peuvent y laisser leur vie. C'est aussi pour ça que je poursuis mon action, ma réflexion, mon action. C'est pour participer à cet amour de la France. Parce qu'au fond, vous dites qu'il y a urgence, il y a une nécessité vitale pour la France. La France pourrait mourir. Il y a une nécessité vitale parce qu'on voit bien quand même depuis 40, 50 ans qu'on est sur une mauvaise pente et que ces fractures ne cessent d'augmenter. La fracture sociale, Philippe Séguin, il y a 30 ans, regardez les fractures territoriales avec les gilets jaunes et tout ce qui s'est passé, les cités et la vie à l'intérieur d'une ville. Regardez tous ces sujets de mécontentement, tous ces grands sujets qui tirent l'humanité aujourd'hui, les nouvelles technologies, l'écologie, l'accélération du temps, le retour au travail, ça va être difficile dans les mois qui viennent. Et puis tout simplement la réconciliation de l'homme avec lui-même dans cette tornade dans laquelle on se trouve. Je crois qu'il faut retrouver l'équilibre, et l'équilibre, il faudra du courage pour le retrouver. Oui, il y en a du courage. Pensez que la France... C'est quoi? Comment vous définiriez la France, mon général? C'est quoi pour vous? Le général de Gaulle parlait de la France comme si c'était une femme et il s'adressait à elle en la regardant. Hein, c'est quoi la France? La France, c'est une communauté d'hommes et de femmes qui vivent sur un territoire avec un héritage que j'ai reçu de mes parents, que je fais vivre modestement à ma place et puis que je vais transmettre à mes enfants. C'est ça la France. Et
c'est une culture, c'est une langue, ce sont des territoires, c'est un art de vivre, la France. Et la France ne peut pas s'éteindre, je ne peux pas me résoudre à ça. Moi, je crois que la France a une vocation mondiale, je crois au génie français. Dans cette interview, le général d'armée Pierre de Villiers partage ses réflexions profondes sur l'état actuel de la France et les défis qu'elle doit surmonter. Voici les points clés abordés tout au long de notre conversation. 1. Travail et écriture. Pierre de Villiers souligne l'énorme travail derrière l'écriture de ses livres, particulièrement son dernier ouvrage, L'équilibre est un courage. Il insiste sur l'importance de l'équilibre comme un acte de courage dans notre société. 2. Autorité et confiance. Il critique le manque d'autorité ferme et juste dans la société actuelle, évoquant un déficit de confiance et d'adhésion de la part du peuple. Selon lui, l'autorité véritable élève et fait grandir, ce qui manque aujourd'hui. 3. Rêve et prise de risque. Le général insiste sur l'importance du rêve et de la passion dans la vie, tout en les tempérant par la raison. Il compare cela à la prise de risque des marins du Vendée Globe, soulignant que la prise de risque donne du sel à la vie. 4. Violence et fractures sociales. Il aborde les fractures sociales et territoriales exacerbées par des mouvements comme les Gilets jaunes. Il appelle à une autorité fondée sur la confiance et une prise de conscience collective pour mettre fin à la violence croissante. 5. Concorde et bienveillance. Pierre de Villiers prêche la concorde et la bienveillance, invitant à mettre fin à la violence et à promouvoir des solutions constructives plutôt que des critiques destructrices. 6. Sacrifice et engagement. Il rappelle les sacrifices des militaires pour la paix et la sécurité en France et exprime son engagement à partager ses idées et ses convictions malgré une retraite potentiellement plus tranquille. 7. Vision et direction. Le général critique le manque de vision et de direction claire dans la société actuelle. Il insiste sur la nécessité de simplifier la complexité et de proposer une vision pour sortir du brouillard actuel. Racisme et réconciliation. Il aborde le problème du racisme, notamment dans le contexte du football, et appelle à une prise de conscience collective et à la réconciliation des Français. Unité nationale. Enfin, Pierre de Villiers souligne l'importance de l'unité nationale et la nécessité de renforcer le tissu social. Il prêche la bienveillance, l'exigence, et la valorisation des talents individuels pour reconstruire une France fracturée. Que pensez-vous des propositions du général de Villiers pour relever les défis actuels de la France? Comment pensez-vous que nous pourrions appliquer ces idées dans notre vie quotidienne et dans le débat public? Partagez vos réflexions et vos suggestions dans les commentaires ci-dessous.